voulais vous dire que je m'appelle Nicholas Moyers. Je suis le directeur de la coalition humanitaire. C'était pour moi un plaisir de souhaiter la bienvenue à tout le monde à cette première conférence canadienne sur l'humanitaire. On a eu un échange d'idées extraordinaire et évidemment trop peu de temps pour en discuter. Et ça a été un plaisir de vous saluer, d'être témoin des contributions des orateurs extraordinaires et des représentants distingués de notre secteur. Ceci dit, dans tous les commentaires reçus, il est clair que la tenue d'une prochaine édition de cette conférence n'est plus un souhait, mais une certitude. Il s'agit seulement de savoir quand on va l'organiser. Et je voulais encore remercier le CRDI pour sa contribution aujourd'hui dans l'organisation de cette activité, à tous les participants pour être venus. Et maintenant, je vais céder la parole à John DeBoer, qui va présenter nos panélistes. Et je crois que cela est aussi web diffusé. Bienvenue à CRDI. Je suis John DeBoer, chef d'équipe sur la gouvernance, sécurité et justice ici à CRDI. Welcome to IDRC. Bienvenue au CRDI. C'est un grand plaisir pour nous de vous souhaiter la bienvenue parmi nous pour parler de l'avenir de l'intervention humanitaire. Cet événement fait suite à une journée de discussion au sujet de la façon dont on pourrait rendre plus novatrice et plus efficace l'intervention canadienne dans le domaine humanitaire. Nous sommes convaincus que pour être à la hauteur des défis humanitaires du 21e siècle et l'être de façon plus efficace et plus rapide, la recherche est cruciale. Il y a quelques défis qui, à nos yeux, sont nouveaux et qui poussent l'intervention humanitaire à des niveaux sans précédent. Et deux de ces défis sont d'abord le fait que la majorité des crises humanitaires se déroulent dans des États fragiles touchés par des conflits. Le deuxième défi, c'est qu'on assiste à une tendance à intervenir de plus en plus dans les villes, ce qui crée des difficultés inconnues auparavant, alors que l'intervention humanitaire se faisait auparavant dans le milieu rural, en négociant avec des acteurs organisés et reconnus. Et aujourd'hui, au contraire, les acteurs humanitaires doivent négocier l'accès aux zones d'intervention avec des organisations non étatiques et parfois des organismes criminels. L'échelle et la nature de nos défis, donc, changent. Pour déterminer comment agir de façon efficace dans des régions densément peuplées où la violence complique la pauvreté, voilà qui n'est pas simple. Et pour réussir à le faire, les acteurs humanitaires doivent comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas et d'ajuster leur politique en conséquence. Par l'entremise de ces activités de recherche, le CRDI commence à dialoguer avec de nombreux organismes humanitaires pour voir comment ils font évoluer leurs pratiques dans le contexte d'une violence croissante. Nous avons notamment des études sur ce qui se passe à Juárez, au Mexique, à Rio de Janeiro, à Medellín, en Colombie, à Haïti. Que signifient ces contextes de violence pour l'intervention humanitaire et les acteurs humanitaires? Nous croyons que ces études aideront les acteurs humanitaires et les gouvernements et collectivités locales à mieux comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais ce n'est qu'un début. Pour obtenir des réponses aux grandes questions auxquelles font face les acteurs humanitaires aujourd'hui. Les panélistes nous fourniront peut-être des réponses, mais surtout des questions que nous devrons étudier plus à fond. Et pour cette discussion, je vais faire appel à David
Common, que nous sommes très heureux d'avoir parmi nous. C'est l'animateur de l'émission World Report de la CBC. C'est lui qui va animer la discussion avec certains des spécialistes les plus éminents de l'humanitaire au Canada. David connaît bien le sujet. Il a fait des reportages sur de nombreuses crises humanitaires, le tsunami au Japon, le tremblement de terre à Haïti. Il a travaillé en Afghanistan et aussi en Irak. Plus récemment, il a fait des reportages à New York il y a un an, en fait, il y a un an hier, pour couvrir la tornade Sandy. David a reçu de nombreux prix de journalisme, notamment le prix Gemini pour le meilleur reportage. Et donc, c'est une grande chance pour nous d'avoir David Common comme animateur. Sans plus attendre, je vais lui céder le micro pour qu'il puisse nous guider dans cette discussion sur l'avenir de l'intervention humanitaire. David, à vous la parole. Merci beaucoup à tout le monde dans cette très grande salle. Il y a des gens qui voient mon dos plus que mon visage. Nous sommes très heureux de pouvoir vous parler en stéréo maintenant et de participer à cet événement, à cette discussion extraordinaire. Bon, évidemment, c'est le gars qui travaille à la télé qui est incapable d'allumer son micro. Bon, notre discussion porte surtout sur l'avenir de l'action humanitaire. Moi, je vais essayer de parler très peu, ce qui est tout à fait contre nature pour moi. Mais d'abord, je tiens à vous dire qui sont les trois orateurs, et ensuite leur donner l'occasion de faire un petit exposé. Ensuite, nous allons passer à une discussion à laquelle tout l'auditoire pourra participer. Et même peut-être aussi bien dans la salle ici à Ottawa que par l'entremise du Web. Je vais commencer par François Audet, qui vient de l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes un professeur à l'École des sciences et vous êtes aussi un chercheur invité à Harvard. Donc, ça y est, vous êtes piégé. Vous avez participé à plusieurs programmes d'intervention humanitaire en Haïti, au Darfour, en Somalie. Votre CV est extrêmement impressionnant. Ensuite, je vais vous présenter Stephen Cornish, le directeur général de Docteurs sans frontières Canada. Il parle plus de langues que je ne peux en nommer. Il a été chef de mission dans les programmes nationaux dans différents pays. Il a travaillé pour la Croix-Rouge canadienne et Care Canada. Et à sa gauche, Denise Burns, directrice générale d'Oxfam Québec. Et pour le Club de tiers, depuis 20 ans, elle élabore et met en application des programmes au Canada et sur le terrain, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Donc, un groupe de panélistes éminents. Et nous allons commencer par François, qui va parler un peu en français, un peu en anglais. D'accord, merci beaucoup. Je vais essayer d'avoir l'air aussi intelligent afin d'être à la hauteur de votre présentation. C'est en tant que chercheur que je me présente à vous pour essayer de présenter brièvement certaines idées concernant ce qui est en jeu en ce moment pour les organismes d'intervention humanitaire. Je vais baser mon exposé, qui sera très bref, sur la documentation universitaire pour essayer de déterminer quels sont les défis auxquels feront face les organismes d'aide humanitaire dans l'avenir. Aux organisations humanitaires, je pense qu'on l'a bien vu aujourd'hui et en général, l'action humanitaire est un phénomène très institutionnalisé. Et les organisations humanitaires, qu'on les appelle les bureaucraties ou les institutions, sont au centre, sont au cœur de ce système qui est en changement, qui est en transformation. Et si on veut changer, si on veut s'améliorer, on n'a pas le choix, évidemment, de considérer les organisations humanitaires. Alors voilà l'origine de ma petite réflexion. Following today's À la suite de la conférence d'aujourd'hui, quand on regarde l'état de la planète en général, je crois qu'on conviendra tous
que nous vivons tous dans un monde qui semble peut-être plus riche, mais qui reste en même temps très fragile. Quand on regarde les statistiques, on constate une augmentation dans la fréquence et l'intensité des catastrophes naturelles d'un côté et parallèlement une augmentation dans la complexité des conflits. Je crois que la Syrie illustre très bien cet état de fait. Ces deux tendances, malheureusement, se recoupent dans beaucoup de régions du monde que vous connaissez très bien, la Corne de l'Afrique, le Sahel, Haïti, le Moyen-Orient et ainsi de suite. Par conséquent, il y a une tendance comme quoi les pays instables sont également vulnérables aux catastrophes naturelles. Dans ce contexte, les organisations humanitaires risquent de faire face de plus en plus à des situations où les populations font face à différents niveaux de pression, des pressions économiques, démographiques, géographiques, militaires, et ainsi de suite. Et il semble que la quantité de situations, le nombre de situations où les pressions de cet ordre se multiplient, vont se multiplier et vont aggraver la vulnérabilité des pays du monde. À la lumière de cette situation, on peut déterminer quatre grandes catégories de limites ou de défis qui se posent aux organisations humanitaires. Et en fait, ce n'est pas vraiment dans l'avenir, c'est déjà commencé. Le premier défi, et vous serez sûrement d'accord, c'est l'accès des travailleurs humanitaires. L'accès, en fait, c'est deux choses. La capacité de rejoindre les gens touchés par une crise et réciproquement, la capacité des populations à avoir accès à l'aide humanitaire. Ce qui est en jeu pour les organismes humanitaires comme Oxfam ou MSF, c'est la capacité de fournir une aide humanitaire respectant les principes de base que tout le monde connaît bien, l'indépendance, la neutralité et ainsi de suite. Mais l'efficacité et la perception de l'action humanitaire sont cruciaux pour être acceptés. Et comme vous le savez aujourd'hui, ces principes sont contestés, ils font l'objet d'une crise de légitimité et parfois ils sont méconnus ou mal compris. Alors ça, c'est comme ça qu'on peut définir l'accès. Le deuxième défi, c'est ce qu'on peut regrouper sous ce qu'on peut appeler l'instrumentalisation. La plupart des leçons tirées des données empiriques et des études institutionnelles montrent que tant que les organisations humanitaires sont ou semblent être manipulées par des acteurs politiques ou religieux ou économiques, leur crédibilité en souffre. Dans les zones de conflit, la légitimité, c'est la seule clé qui permet d'ouvrir les portes permettant d'avoir accès aux prisonniers, aux déplacés, aux réfugiés. Et donc, les acteurs humanitaires doivent veiller à ce qu'ils ne soient jamais perçus comme étant des instruments d'autres pouvoirs. La troisième catégorie, c'est ce que j'appellerais le renforcement des capacités humanitaires. Les acteurs sont mieux placés pour réagir aux crises que pour les prévenir. La littérature déborde d'exemples de déficience du côté des capacités. Si ces organisations veulent réduire la souffrance humaine, et nous sommes tous d'accord pour dire que les premiers arrivés sur la scène d'une catastrophe sont les gens de la collectivité locale, il faut changer de paradigme en matière d'intervention rapide. La préparation aux crises, cela signifie aussi de veiller que nous pourrons analyser le contexte politique et économique qui va déterminer la suite de l'intervention. La dernière catégorie, c'est un vieux débat, en fait, qu'on peut qualifier de défi de la coordination ou de la complémentarité institutionnelle. C'est un vieux débat, mais ça reste le grand problème. Depuis 10 ans, notamment en Haïti, en Irak, en Afghanistan, ce problème s'est posé. Je me contenterai de poser une question. Pourquoi est-ce que les organismes humanitaires se font encore concurrence sur des terrains où tout le monde est d'accord pour dire qu'il est préférable d'avoir une action concertée?
En conclusion, s'il y a une conviction que l'aide humanitaire est utile, il faut éviter les situations où les organisations risquent d'être responsables d'une usure de la crédibilité ou de la capacité. Cette usure risque de décourager les donateurs. Et comme nous sommes tous d'accord sur la nécessité de s'adapter aux futurs défis de l'aide humanitaire, il faut pouvoir dire oui ou non, d'accepter ou non de l'argent, d'accepter qu'il est parfois préférable de ne pas intervenir. Il y a aussi une question de paradigme de gestion. Certaines organisations sont gérées comme des entreprises et l'humanitaire n'est pour elles qu'un outil de commercialisation. Il faut être fidèle à ses convictions, même au prix de fermer des bureaux, de refuser des dons et ainsi de suite. Maintenant, Stephen Cornish de Médecins sans frontières. Sur le thème de l'avenir de l'aide humanitaire, je suis très heureux d'être parmi vous. Merci au CRDI, à la coalition et à François pour avoir organisé ce débat au Canada. Il y a longtemps qu'on l'attendait, ce débat qui a déjà commencé dans d'autres pays. Et pour l'avenir, je suis d'accord avec François, il faut s'adapter aux conditions d'insécurité. C'est un énorme défi. Il y a aussi la technologie et l'innovation qui entrent en jeu. Il s'agit de savoir comment on peut l'utiliser pour se rapprocher des patients. Je ferai quelques mises en garde là-dessus. En fait, il y a le rôle de témoin, la façon dont il faut changer les politiques d'aide, de commerce, à la lumière des changements que l'on constate sur le terrain pour avoir un impact maximum. Lao Tzu a dit que ceux qui ont la connaissance ne prédisent pas, ceux qui prédisent n'ont pas la connaissance. Je me gratte la tête, je devais être un panel ce matin. On m'a changé de panel et j'ai commencé à me poser des questions. Ceci dit, je crois que l'avenir, c'est à nous de le construire. Nous n'avons pas le choix. Il faut être à la hauteur du défi. Et c'est d'autant plus intéressant d'avoir le débat que nous avons aujourd'hui. Le dernier grand examen de l'aide humanitaire a eu lieu après des échecs bien connus en Bosnie et ainsi de suite. Et on a vu le manque de coordination, mais aussi on a vu qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui n'avaient pas la capacité technique pour soutenir les programmes qui étaient bien. À la suite de cet examen, il y a eu une normalisation et une professionnalisation dans le secteur humanitaire. Et cela a mené à une amélioration des soins et ça fait ressortir les lacunes dont on parle aujourd'hui, l'inflexibilité et ainsi de suite. Et il faudra voir comment nous pourrons nous adapter. Mais en quoi est-ce que cela nous a préparés aux défis de demain? Quand on y réfléchit, je crois qu'on peut s'entendre sur les grandes tendances qui se manifestent et qui mènent à une augmentation des besoins. Il y a le changement climatique. D'abord, ce matin, on a parlé des catastrophes naturelles. Il y a aussi le complexe zoonotique qui change. Les vecteurs se déplacent vers de nouveaux secteurs. La malaria, maintenant, se manifeste à des endroits où elle n'existait pas avant, ce qui crée toutes sortes de défis nouveaux. L'urbanisation rapide aussi, une bonne partie de notre expérience est basée sur la réalité rurale. Dans le milieu urbain, les maladies se développent plus rapidement et les populations, par exemple, quand il n'y a plus d'électricité, les gens sont extrêmement vulnérables et n'ont plus la capacité d'adaptation que l'on voit en milieu rural. Ça a été manifeste lors de l'ouragan Sandy et c'est également manifeste en Syrie. Une autre chose qu'il faut observer, c'est l'évolution démographique, le vieillissement de la population.
Et tout cela change le type d'intervention requise. Dans nos trousses d'intervention, maintenant, nous mettons des médicaments contre les maladies chroniques. Cela augmente les coûts, la complexité, mais ces populations des pays à revenus moyens ont des besoins supérieurs, des besoins auxquels nous ne sommes pas toujours bien préparés à répondre. Dans quel contexte est-ce que tout cela se produit? Les appels de l'ONU n'atteignent pas leurs objectifs et donc le sous-financement de l'ONU se répercute sur les organismes humanitaires et on doit alors se contenter d'aider les gens qui sont les plus faciles à toucher. On doit adopter des programmes qui sont plus faciles à gérer, mais sans savoir si nous touchons vraiment les gens les plus vulnérables et de la façon la plus efficace. Il faudra peut-être revenir là-dessus aujourd'hui. L'instrumentalisation de l'aide aussi, c'est une question clé. L'autre est important dans le débat. Il y a beaucoup de travail à faire avec la guerre contre la terreur, la polarisation politique des États-Unis, l'idée que l'intervention humanitaire classique avait ses limites. Les organismes ont joué un rôle aussi. Certains organismes veulent sauver des vies uniquement. Et une fois qu'ils ont le pied dans la porte, ils voient tout d'un coup qu'il y a autre chose. Et pourquoi ils le voient? Parce qu'on est impartial, on est neutre. Pour être un vrai humanitaire, il faut être impartial, il faut être neutre. Et si on veut aller plus loin, cela risque de créer des réalités imprévues. Cela risque de faire réagir votre propre gouvernement, faire réagir le gouvernement local. Cela crée une grande méfiance de la part des pays hôtes et cela s'est souvent retourné contre nous et cela s'est traduit par une augmentation radicale contre les travailleurs humanitaires, mais aussi contre les civils et les structures civiles. C'est ce qu'on voit en ce moment en Haïti. Les hôpitaux, les écoles, les civils font l'objet d'attaques de la même façon que les gens qui essayent de les protéger. Il y a trois grandes choses sur lesquelles on peut compter, on doit compter pour se préparer à l'avenir. D'abord, c'est l'accès et la protection. Il faut réaffirmer le droit humanitaire international concernant la protection des civils. Et plusieurs organismes travaillent là-dessus, mais il faut se pencher sur nos propres actions. Beaucoup de gens se tournent vers l'ONU, vers les États pour avoir accès, mais il faut réapprendre à négocier avec toutes les parties dans les conflits, avoir de meilleures relations avec les gouvernements au lieu de diminuer la taille de nos organisations. Il faut les agrandir pour dialoguer directement avec les États de grande envergure. Et si on n'est pas près de la population, des populations en danger, comment comprendre leur contexte, leurs besoins? Une des choses que la technologie nous a apporté, c'est une espèce de retranchement. On est protégé par les voitures blindées, les radios, les clôtures, mais cela nous éloigne des populations et on est moins accepté. Ensuite, il y a l'innovation et la technologie. Et c'est très prometteur, mais dans mon esprit, je me dis, il faut se méfier des illusions technologiques. Il faut être sûr que la technologie va être économique, qu'elle va démocratiser les choses, qu'elle va améliorer les choses, contrairement à l'exemple que je viens de vous donner. Il y a quelques solutions qui marchent très bien, le contrôle des vecteurs, les systèmes de repérage géographique par satellite, la télémédecine, et ainsi de suite. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi utiliser des programmes basés sur des données probantes sur le terrain. On ne peut pas attendre les innovations de demain pour savoir comment sauver des vies. On n'a pas le luxe d'attendre. Il faut faire tout cela en même temps.
Et ça s'est fait au HID et ainsi de suite. Et je n'entrerai pas dans les détails. Peut-être que je pourrais y revenir plus tard. On fait aussi de la formation à distance. Et donc, il faut se demander comment administrer les programmes basés sur des données probantes, comment les généraliser, mais on ne peut pas utiliser la technologie comme une solution magique sans vérifier ce qui marche vraiment sur le terrain. Est-ce que j'ai encore une minute? Vous avez l'air un peu inquiet. Bon, je vais vous donner un bref exemple pour illustrer mon dernier point. Une des choses qu'on a fait avec la technologie pour simplifier les choses, les démédicaliser, pour améliorer la nutrition des gens, pour faire de la prévention au niveau local, on l'a fait en réduisant les coûts, en ayant non un gros système de surveillance, mais avoir de la microsurveillance avec des travailleurs communautaires, une vieille solution pour identifier les gens qui sont malades et ceux qui ont besoin d'une attention particulière et d'avoir une intervention ponctuelle. On a réduit la mortalité de 50 %, on a réduit les coûts au point où le gouvernement du Niger peut faire ça lui-même. Et on penserait que cela suffirait pour faire adapter la technologie. On a montré qu'il fallait des aliments à forte teneur en protéines, pas seulement des aliments enrichis, mais ça ne suffit pas parce que ça coûte plus cher, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas changer. Donc, en tant que travailleurs humanitaires, nous avons une autre responsabilité, c'est d'être les porte-parole des gens qui souffrent, d'être les avocats des gens sans voix, pour revendiquer les politiques d'aide qui nous permettront d'améliorer les choses. Il faut penser au terrain avec un grand T. Il faut veiller à travailler sur le changement des politiques qui touchent des millions de personnes dans le monde. Et en conclusion, nous n'avons pas le luxe d'attendre un changement de paradigme ou pour attendre une révolution de l'aide humanitaire, même si c'est peut-être ce que l'on souhaite. Il faut s'adapter et innover tous les jours sur le terrain. Et si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons jamais garantir que les travailleurs humanitaires pourront relever les défis de demain mieux qu'ils ne relèvent les défis d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Steve. Denise Byrne d'Oxfam Québec. Je tiens à vous remercier tout d'abord d'avoir organisé le débat. Mes collègues ont dit la même chose. Ils ont fait de l'excellent travail à préparer le terrain pour vous parler des enjeux auxquels sont confrontés les organismes humanitaires. Je vais aborder une perspective différente pour voir comment un organisme international comme Oxfam, il y en a 17 dans le monde, prévoit relever ces défis, comment nous allons changer notre façon de travailler. Nous n'avons pas toutes les réponses de toute évidence, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Nous savons qu'il y a davantage de crises qu'avant qui ont lieu et qu'elles sont plus complexes. C'est évident, comme la Syrie. Nous savons aussi qu'il y a plus de réfugiés dans le monde, 16 millions de réfugiés, ce qui est plus que ce qu'on a vu depuis 1984. Donc, ça ne diminue pas, mais la situation est toujours plus complexe. Et il y a de plus en plus de situations dans les États précaires qui sont touchés par les conflits et les catastrophes naturelles en même temps. Donc, ce ne sont pas de minces défis. Quand on parle d'Oxfam comme une famille, nous répondons en ce moment à 11 crises humanitaires dans le monde. C'est tout un défi à relever. Mais ceci nous force à repenser notre façon d'aborder les choses parce qu'il y a toujours plus de crises qui sont toujours plus complexes. Donc, il faut repenser à notre façon d'agir. Nous sommes assis avec d'autres groupes, d'autres organismes internationaux pour faire cette réflexion. L'un des problèmes pour nous, c'est que nous sommes un organisme qui travaille en intervention humanitaire. Nous faisons aussi du développement à long terme et nous avons une forte capacité de représentation pour provoquer un changement. Donc, comment rallier ces trois piliers ensemble pour être plus efficaces? Nous avons des sous-divisions et 5 objectifs pour notre vision. Premièrement, une intervention en situation de crise plus efficace. Si l'on a une démarche d'un seul programme, on crée des liens afin de créer une meilleure résilience chez les peuples affectés, une meilleure fluidité entre les différentes étapes. Donc, la réduction des risques de catastrophes
efficacité d'intervention et résilience. Donc, comment réduire les risques et les vulnérabilités des collectivités et prévoir une intervention dès le départ. Quelqu'un, je pense que c'est le collègue de MSF qui a dit qu'il fallait connaître le contexte, le terrain où les gens travaillent. Donc, en travaillant avec les gens du développement à long terme, nous aurons ces connaissances. En travaillant avec les gens sur le terrain, en renforçant leurs capacités, nous aurons une meilleure compréhension de ce dont les gens ont besoin. On pourra leur donner l'espace qu'il faut pour qu'ils puissent s'exprimer et répondre à leurs besoins. Le deuxième élément, aide et renforcement de capacité. Alors, oui, de l'aide humanitaire importante qui sauve des vies, mais en plus, former des partenariats avec les gens des localités, comme François l'a dit. Consolider les capacités des organismes pour qu'ils réagissent mieux aux crises, donc renforcer leurs capacités et continuer de travailler avec ces groupes à long terme. Nous allons également choisir une série de pays où nous pourrons mener des projets pilotes de cette nature, et plus particulièrement dans les pays où nous pourrons obtenir ces changements le plus rapidement possible. Donc, pour qu'il y ait un changement de pouvoir dans la façon dont les interventions sont faites. Il ne s'agit pas seulement d'intervenir, mais il y a déjà des gens qui sont sur le terrain qui peuvent travailler avec d'autres organismes. Le troisième pilier, la résilience et la réduction des risques. Donc, aider à la résilience des collectivités pour les aider à se préparer à des catastrophes, renforcer leurs capacités, surtout les groupes de femmes qui sont souvent doublement touchés et marginalisés en pareilles circonstances. Donc, les aider à mieux réagir aux chocs, au stress et s'attaquer aux causes profondes de ces vulnérabilités et conflits. On sait que les collectivités ont toujours été ouvertes aux programmes de sécurité alimentaire. Par exemple, pendant la crise de la sécurité alimentaire, il y a des gens qui ont pu attendre 6 et 7 mois avant de pouvoir demander de l'aide de l'extérieur, ce qui n'était pas le cas dans les collectivités juste à côté. Alors, la raison pour laquelle certains groupes étaient mieux équipés, c'est à cause que leur famille du Mali, par exemple, venait et ils avaient donc créé des banques d'alimentation, des systèmes communautaires pour s'entraider, pour répondre aux problèmes de la crise. Ensuite, faire campagne et influencer, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, campagne pour les droits des communautés qui sont à risque ou touchées par les conflits ou les catastrophes à la base. Travailler ensemble avec d'autres pour transmettre clairement ce message. Et aussi accroître la capacité des acteurs locaux et des États aussi, bien sûr. Il y a, dans certaines circonstances, c'est nécessaire, mais les locaux sont responsables pour offrir les services à leur population. Et nous attaquer aux causes profondes et politiques de ces vulnérabilités. Je ne peux pas voir les gens à l'autre bout de la salle, mais enfin. Et enfin, le dernier point, les droits des femmes. Il est important de se concentrer là-dessus parce qu'on sait que les femmes sont plus vulnérables, sont souvent marginalisées et victimes de violences. Il faut qu'on puisse les aider à devenir des actrices, à faire partie de groupes de femmes. Il faut que l'on lève le voile sur les choses qui les intéressent, qui les concernent. Donc, pour que leurs enjeux soient bien clairs, parce qu'il faut savoir distinguer les enjeux des hommes et des femmes dans des situations de conflit. Alors, voilà la vision que nous voulons présenter. C'est tout un défi. C'est un gros changement pour notre organisme humanitaire parce que généralement, nous nous concentrons surtout sur le développement à long terme et nous ne travaillons pas nécessairement avec d'autres groupes. Et je pense que la représentation aussi est importante. Il faut travailler avec tout le monde pour faire évoluer les choses. Si je regarde la crise syrienne seulement, et je reviens dernièrement de là avec d'autres collègues. Deux des grands enjeux sont le fait que nous avons 75 de ces réfugiés qui ne sont pas dans des camps, mais qui vivent dans les collectivités. C'est une autre paire de manches. Et ceci fait ressortir les principaux besoins, c'est-à-dire les emplois et les moyens de subsistance, parce qu'il y a des collectivités où il y a déjà des problèmes d'emploi, des problèmes de ressources, et voilà que ces gens ajoutent beaucoup de tension sur les collectivités. Donc, c'est une nouvelle façon de travailler. Il nous faut trouver des solutions viables pour ces gens parce que ça ne va pas se terminer demain, c'est certain. Ils vont vivre dans ces communautés pendant longtemps. Ils ne peuvent pas dépendre tout le temps de l'aide humanitaire. Bon, ce n'est qu'un exemple qui explique pourquoi nous devons changer notre façon de faire les choses. Très bien. Merci.
Peut-être qu'on peut s'en tenir à la Syrie pour un instant, parce que c'est la plus grande crise humanitaire du siècle et, comme vous le savez, elle ne fait que s'aggraver. Comment, et plus particulièrement pour Steve et Denise, comment pouvez-vous arriver à ceux qui ont besoin de l'aide et leur offrir cette aide à long terme, l'aide qui leur permettra à, par exemple, comme vous l'avez dit, trouver des emplois, à maintenir une certaine normalité parmi toutes ces perturbations? Bon, question facile et veuillez résumer dans 30 secondes. Ah oui, facile. Voulez-vous une PowerPoint avec cela? Eh bien, j'inverserai la question. Les besoins humanitaires à l'intérieur de la Syrie sont astronomiquement au-dessus de notre potentiel. Il n'y a qu'une poignée d'organismes internationaux qui travaillent en Syrie. Et vous parliez de créer des espaces humanitaires. Comment y arriver? Eh bien, il faut être complètement indépendant et impartial. On ne peut pas être associé avec une autre cause parce que quand on parle avec les factions rebelles et les différents acteurs sur le terrain, ils doivent comprendre que votre aide vient sans autre attache, sinon que de vouloir sauver des vies et venir au secours de populations. Nous n'avons pas pu obtenir l'autorisation du gouvernement de Damas. Alors, nous travaillons outre-frontière. Il y a 6 hôpitaux à l'intérieur de la Syrie. Donc, c'est possible à faire. C'est très difficile, mais c'est possible. Et le fait qu'il n'y ait pas plus d'organismes qui le font, c'est l'un des gros problèmes, justement. Si on passe à Haïti, par exemple, pendant la catastrophe, et Françoise a raison de dire que ces catastrophes sont toujours plus compliquées. Pendant le tremblement de terre, il y a eu une éclosion de choléra. Donc, il n'y a que 3 groupes qui ont pu répondre au choléra. Et le choléra, vraiment, c'est ce qui est le plus urgent. Alors, si on n'a pas la capacité de se concentrer sur les besoins les plus urgents, les plus impérieux, alors il faut qu'on se pose des questions vraiment difficiles sur la valeur de son intervention. Pourquoi pensez-vous que ça a été si long à venir en Haïti? Est-ce qu'il n'y a pas eu... est-ce que c'est venu un peu plus tard? Est-ce que c'est à cause des Nations unies? Bon, oui, les raisons sont nombreuses, mais il y a beaucoup d'organismes qui ne sont pas outillés pour soigner les populations. Il y avait beaucoup d'organismes qui travaillaient par l'intermédiaire de partenaires. C'est une bien belle idée, mais on n'a pas nécessairement la capacité de répondre à ce qui écrase la population le plus. En Syrie, tout le système s'est effondré. Il y a eu des bombardements. Les humanitaires sont attaqués. Tout le monde est attaqué. Il faut donc plusieurs adaptations avant de pouvoir travailler. Nous avons ouvert un centre de chirurgie à l'intérieur d'une grotte. Enfin, il y a toutes sortes de défis comme ça qui se présentent. Mais si on veut vraiment être un humanitaire et intervenir là où les besoins sont les plus impérieux, il faut vraiment négocier ces espaces, aussi difficiles soient-ils. Mais c'est possible. Pour revenir à la Syrie, la question initiale, évidemment, c'est un gros problème, comme vous l'avez dit, Steve, à l'intérieur du pays. Mais il y a des centaines de milliers de personnes qui ont fui ce pays. Que peut-on faire pour ces gens-là, surtout qu'ils sont tellement diversifiés qu'ils entrent en conflit déjà avec des régions qui souffrent de pénurie de ressources déjà? Bon, les problèmes sont diversifiés, n'est-ce pas? Il y a plus de besoins que ce à quoi nous pouvons répondre maintenant. Nous savons que le financement public, pas seulement du Canada, mais d'ailleurs, est très difficile. Il y a des gouvernements qui réagissent mieux que d'autres. Mais je pense que les approches doivent être diversifiées. Par exemple, travailler avec les gens dans les camps, ce n'est pas comme travailler avec les gens dans les collectivités. Dans les collectivités, il faut adopter des solutions à long terme. Oui, il faut des interventions humanitaires parce que ces gens s'établissent dans des camps avec 40 familles, par exemple. Mais en même temps, il nous faut pouvoir intégrer ce que l'on veut faire à long terme parce qu'on veut prévenir les conflits au sein de ces collectivités. Regardez le Liban, où il y avait déjà toutes sortes de réfugiés. Officiellement, il n'y a pas de camp là-bas. Alors, il nous faut joindre ces gens-là. Et dans ce cas-là, il faut travailler avec les États de Jordanie et d'ailleurs pour être certain qu'il y ait une réponse coordonnée parce qu'eux aussi ont des problèmes. En Syrie, c'est vrai, c'est une situation qui est extrêmement délicate. Et pour les organismes qui travaillent déjà là-bas, c'est très, très difficile. Ils doivent être très impartiaux et faire bien attention à ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Bon, au sujet des réfugiés, d'abord,
Comme pays donateur, nous voulons contenir les conflits plutôt que de répondre aux droits des réfugiés. Les réfugiés ont droit à des soins de base, ont le droit de manger, ont le droit à un toit sur la tête. Mais les pays donateurs du monde n'ont pas répondu aux appels des Onusiens. Ces appels pour le Liban ont été financés d'un quart à peu près il y a un mois. Si on ne peut en aider qu'un sur 4, eh bien, ce mois-ci, 200 000 réfugiés ont été coupés de l'aide alimentaire au Liban. Alors, avec cela comme toile de fond, les gouvernements essaient de limiter les dégâts. Nous ne faisons plus autant pour les réfugiés qu'on faisait avant. Et pour ce qui est des individus, nous avons moins d'empathie maintenant pour les gens qui vivent ces conflits parce qu'on ne les comprend pas. On se dit qu'ils doivent être responsables. C'est un conflit très difficile. Il y a plusieurs acteurs. C'est difficile d'y voir clair. Mais le fait est que ces gens, 4 millions de gens ont fui. Plusieurs ont été déplacés à l'intérieur du pays à répétition. Ils ont essayé de nourrir leur famille, de continuer à vivre malgré le conflit. Ils pensent que la collectivité internationale les a abandonnés. Et en fin de compte, la dernière mesure désespérée, c'était de trouver refuge dans les pays voisins, notamment en Jordanie. Et la communauté internationale et le gouvernement de Jordanie ont fait de l'excellent travail pour régler certains des problèmes dont vous venez de parler en ayant des programmes pour les collectivités hôtes, pour qu'il n'y ait pas ce genre de conflit entre les collectivités hôtes et les réfugiés. Mais dans d'autres pays, l'aide selon les besoins ne vient pas pour la Jordanie. Il y a quelques semaines, ils étaient financés à plus de 60 %. Alors, il faut se demander pourquoi est-ce que la France, la Russie, les États-Unis, le Canada, pourquoi finançons-nous le Liban à raison de ou la Jordanie à raison de 60 % et le Liban à 25 %, alors que le Liban a beaucoup plus de réfugiés et que c'est beaucoup plus difficile d'aider les réfugiés qui ne sont pas à l'intérieur de camps que ceux qui y sont. Alors, il y a de gros enjeux qui sont difficiles à comprendre. Si vous me permettez de dire quelque chose rapidement, on parle ici de Haïti et de la Syrie parce qu'ils sont bien connus. Il y a eu beaucoup de couverture médiatique et même si la Syrie est un cas complexe, elle a attiré beaucoup d'attention. L'argent vient lentement mais sûrement, mais la grande majorité des crises dans le monde, catastrophes naturelles ou conflits, est simplement oubliée. On les oublie. Mais je ne suis pas certain. Mais il me semble qu'on a dit que 30 % seulement des besoins humanitaires mondiaux sont satisfaits grâce aux donateurs de façon générale. Alors, Haïti et le tsunami sont probablement les exceptions des 10 ou 15 dernières années. Mais la grande majorité des interventions humanitaires, bien souvent, sont oubliées. Il y a très peu de financement. Bon, c'est peut-être quelque chose dont on pourrait discuter ici parce qu'en Syrie, il y a beaucoup d'aide qui vient de la diaspora pour combler les vides laissés par les acteurs traditionnels. Et je pense qu'il nous faut vraiment regarder les différents types d'interventions possibles. Mais quel sera l'effet à l'avenir pour l'intervention humanitaire quand on a pareil groupe qui viennent combler les vides? Bien, il y a assez de travail pour tout le monde, hein. Comme François l'a dit. Les besoins sont nombreux, les réponses sont moins nombreuses. On ne peut pas fermer les yeux sur ce genre de choses, mais pour les organismes traditionnels doivent être beaucoup plus agiles, beaucoup plus souples, et c'est ce qui devient de plus en plus difficile à cause de la professionnalisation. Donc, il y en a de plus en plus qui craignent le risque, qui ne sont plus rapides dans l'action. Il faut se regarder nous-mêmes et nous réinventer nous-mêmes. Donc, c'est le changement de paradigme dont vous avez parlé. J'ai l'impression que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec cela. Je suis toujours d'accord avec Stephen. Non, je pense qu'il a raison. Mais ceci étant dit, l'influence de ces crises médiatiques, surtout
l'Afghanistan et l'Irak et l'influence qu'ils ont eue sur la politique étrangère. Les donateurs, les ONG qui ont reçu de l'argent des donateurs occidentaux ont été influencés par les fameuses 3D, développement, diplomatie, intervention. Donc, ce sont des crises importantes, même si il y en a peu de ces crises, mais elles sont tellement importantes pour les donateurs occidentaux que ça influence tout le reste. Donc, la ligne est mince où les organismes humanitaires, bien sûr, doivent survivre. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin d'avoir des relations avec les donateurs, mais d'autre part, ils doivent pouvoir expliquer qu'ils ont besoin de leur neutralité, de leur indépendance pour pouvoir avoir accès. Et au Canada, plus particulièrement, MSF est peut-être une exception, mais la plupart des organismes dépendent du gouvernement fortement, ce qui veut dire le Canada fait partie des donateurs occidentaux en général. Ce que les États-Unis et l'Europe feront, eh bien, nous sommes reliés à cela. Et parce que les nouvelles internationales, vous devez le savoir mieux que moi, les problèmes humanitaires ne sont pas très populaires nécessairement dans l'intérêt du public. Il est très difficile pour un organisme humanitaire d'obtenir des fonds du public. Et si l'on réduit la dépendance sur les donneurs, ce serait la clé, finalement, de l'accès au final. Oui, l'envers de la médaille aussi, avec les œuvres caritatives et les diasporas, ces organismes ont pu entrer à des endroits aussi. En fait, ces gens ont pu entrer à des endroits où les organismes n'ont pas pu. Mais mais ces gens-là peuvent aider leur propre collectivité ou une faction particulière de la population musulmane, mais pas une autre. Donc, il y a encore bien des groupes qui tombent entre deux chaises, parce que ces diasporas ne sont pas nécessairement impartiales. En chirurgie aussi, on se concentre surtout sur les blessés de guerre et on n'accepte pas les femmes enceintes ou les brûlées. On les laisse de côté. Alors, il a fallu changer notre procédure et vraiment faire plus de chirurgie civile, alors que ces acteurs arrivaient en grand nombre. Donc, on a dû s'adapter pour répondre à des besoins qui n'étaient pas satisfaits par d'autres. On ne peut jamais répondre à tous les besoins en Syrie avec 2 millions de déplacés et 4 millions de réfugiés. On ne peut pas répondre à tous les besoins. Il faut nous concentrer non seulement sur la couche supérieure des Nations unies, mais aussi il faut travailler de façon ascendante pour nous attaquer, pour vraiment nous concentrer sur les populations les plus vulnérables, celles qui tombent entre deux chaises tout le temps. Il faut accompagner les gens alors qu'ils sont vraiment dans le besoin. Et puis à ce moment-là, on met ce qu'on a vu, ce qu'on a appris à profit en aidant les autres. Il faut demander au public son aide, mais aussi les gouvernements, les aider à faire des choix plus éclairés. Je voulais revenir sur quelque chose qu'il a dit sur les groupes oubliés. Ça, c'est un gros défi, en effet. Quand j'ai parlé des interventions que nous avions en même temps, je peux vous donner l'exemple de la République centrafricaine maintenant, où il y a des gens qui se cachent dans la jungle. Beaucoup de personnes sont cachées dans la jungle qu'on ne peut joindre, que personne ne peut joindre. Mais on n'en parle pas beaucoup. Et c'est très difficile pour notre organisme de faire des choix, à savoir où pouvons-nous intervenir, parce que les besoins sont tellement éparpillés et on n'a pas les ressources qu'il faut. Alors, ceci nous force à nous demander comment pouvons-nous travailler ensemble, différents groupes ensemble, et comment obtenir une meilleure réponse de la part du public et des médias, parce que ça, c'est justement quelque chose dont personne ne parle et c'est pourtant très grave. Et ça revient à l'idée aussi d'essayer de faire trop avec l'aide humanitaire. Quand on veut faire rebâtir, aider à la reprise, établir de la démocratie, ça prendra encore combien d'argent? Il n'y a qu'un certain montant disponible. On ne peut pas toujours demander plus. Il faut agir de façon plus judicieuse, mais il faut aussi faire des choix. Ici, on se concentre sur l'intervention humanitaire. À ce moment-là,
Il nous faudra oublier certains secteurs et focaliser sur les interventions qui sauvent des vies et sur l'aide indispensable comme la République centrafricaine où nous avons 3 hôpitaux en dépit de la violence qui y sévit. Mais on ne peut pas être partout et tout faire. Si on veut tout faire avec le financement qui existe, le financement est de 18 milliards de dollars et il y a des gens du côté développement qui disent qu'ils se voient couper les vivres et ils ont probablement raison parce qu'il y a tellement de tensions qui tiraillent, qui font du tiraillage pour ces ressources. Donc, on ne peut pas tout le temps arriver avec des exigences toujours plus nombreuses. Non, justement, il faut trouver moyen de ne pas être aussi dépendant d'une source de financement. Il faut qu'on en ait quelques-unes. Il nous faut aussi déterminer comment créer de l'empathie dans la population canadienne et partout dans le monde pour qu'ils comprennent exactement ce que nous faisons, ce qu'ils veulent faire pour vous aider, qu'ils soient partenaires de façon continue et non pas de façon ponctuelle. L'une des grandes initiatives ici que vous voyez sur l'enseigne, c'est la coalition qui recueille des fonds et qui sensibilise la population en même temps. Sur le terrain également, il y a une bien meilleure coordination, quoique il y a encore place à l'amélioration. Mais si vous regardez il y a 10 ans, vous auriez vu quelque chose de bien différent. Beaucoup plus de concurrence plutôt que de coordination. Et le niveau de coordination s'est extrêmement amélioré, mais il y a toujours place à amélioration, comme je l'ai dit. Mais où je ne suis pas d'accord, c'est entre la coordination et la pleine coopération, surtout quand plusieurs organismes essaient de faire tellement différentes choses. Parce que cela influencera la façon dont les populations vous percevront. Par exemple, si j'établis une relation très étroite avec une œuvre caritative islamique qui aidait les chiites et non pas les suites, par exemple, ce serait très difficile pour moi de venir à l'aide des 2 collectivités en même temps. Donc, il faut faire attention à ces relations externes, aux apparences, et c'est ce dont vous avez parlé, la perception, David. C'est souvent plus important. Même si vos valeurs sont les mêmes, que vous pouvez vous entraider, il faut coordonner les choses de façon à ce que ça ne noircisse pas les perceptions. Vous avez probablement raison que la coordination est mieux maintenant qu'il y a 10 ou 15 ans avec les grands organismes traditionnels. Mais Robert, ce matin, d'Oxfam a dit, ou c'est vous qui a dit, qu'il y avait beaucoup de maillage entre les ONG, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de petits organismes qui sont nouveaux. Tout le monde peut prendre l'avion demain et aller à Haïti et dire « nous voulons reconstruire le pays ». Et j'ai dit bien malheureusement parce qu'il y en a beaucoup qui font cela. S'il y a quelqu'un prête intérêt à faire quelque chose, donnez donc l'argent aux professionnels. Je n'aime pas le dire comme ça, mais comme je ne porte pas de chapeau ici aujourd'hui, je peux le dire. Mais malheureusement, quand il y a des crises sérieuses qui sont tout près, comme le tsunami, entre autres, où c'était facile de voyager, d'aller jusque-là, je ne pourrais pas dire la même chose de la Syrie, mais en Haïti et en Asie du Sud-Est avec le tsunami, il y a trop de gens qui voulaient intervenir, qui voulaient tout faire, et cela dilue les capacités et l'impact global des professionnels humanitaires. Oui, c'est ce qu'on a vu en Haïti. Je me souviens du tremblement de terre. Et quand les vols ont commencé à se rendre en Haïti, mais des individus, des personnes seules venaient pour aider. Et ils n'avaient même pas d'eau, ces personnes-là elles-mêmes. Mais bon. Alors, je voudrais passer à la période de questions, mais j'aimerais revenir avant tout sur ce que vous avez dit sur comment l'intervention humanitaire et le développement ont coordonné leur intervention. On y travaille. Ce n'est pas encore fait. Alors, Denise, quel serait le meilleur exemple à Oxfam ou ailleurs où vous avez vu qu'on avait surmonté cette concurrence? Bien, je peux parler d'Haïti. On dit souvent qu'à Haïti, tout va mal, mais il y a des choses qui ont bien tourné. Et je sais qu'il y avait 4 Oxfam qui travaillaient à ce moment-là à Haïti.
à des aspects particuliers. Oxfam de Grande-Bretagne était surtout là pour l'intervention humanitaire, mais il y en avait d'autres aussi qui étaient là depuis longtemps déjà, qui étaient bien établis avec les collectivités locales et qui faisaient beaucoup de sensibilisation, par exemple, sur le choléra, parce qu'ils avaient déjà accès aux collectivités, aux gens, aux populations grâce à leurs partenaires. Alors, c'est un bon exemple de façon de collaborer ensemble pour obtenir de meilleurs résultats. De petites choses comme ça. Où j'ai parlé de l'Indonésie, où on travaille sur la résilience avec les collectivités afin qu'elles soient moins dépendantes des interventions humanitaires. Ça aussi, c'est une façon de travailler. Avez-vous des exemples de concurrence qu'on a réussi à éliminer? Je pense que là où c'est le plus difficile de travailler, il y a moins de concurrence parce qu'il y a plus d'échanges, plus de communication. C'est évident partout, cela. Et il y a bien des exemples. Même en Jordanie, nous avons un programme de chirurgie qui fait de la chirurgie reconstructive. Nous faisons cela dans un hôpital qui appartient à la Croix-Rouge jordanienne. Alors, nous partageons des services, nous faisons la stérilisation des deux côtés. Ils font des choses pour les deux côtés. Alors, sinon, il aurait fallu avoir 2 hôpitaux pour avoir le même genre de programme. Alors, il n'y a pas manque de coopération, vraiment. C'est surtout les problèmes avec le niveau des besoins. Mais quand on regarde les besoins dans l'ensemble du monde, quand on regarde ce qui nous attend à l'avenir, on aura bien moins de capacité de répondre qu'aujourd'hui. Pour cela qu'il faut faire des choix maintenant, qu'il faut, nous, faire du meilleur travail, individuellement et collectivement. Mais c'est bien beau de dire tout cela, mais il faut faire bien attention de toujours pouvoir maintenir notre possibilité d'accès pour pouvoir intervenir de façon humanitaire aussi. Alors, s'il y a des questions dans la salle, les micros sont apparus comme par magie, ce qui est magnifique. J'imagine qu'ils fonctionnent. Alors, comme vous êtes debout au micro, vous pouvez poser la première question. Vous n'avez qu'à parler, ça fonctionne. Oui. Eh bien, merci beaucoup d'un très bel échange. Je suis Susan Johnson je ne me souviens plus, de la Croix-Rouge. Oui, on en a déjà entendu parler. Alors, le chef de la section internationale de la Croix-Rouge canadienne ici au Canada. Et ma question s'adresse à Denise pour commencer. Peut-être que Steve et François pourraient ajouter leurs commentaires. Parce que, Denise, dans votre description, vous avez dit qu'il fallait concilier développement et l'intervention humanitaire ensemble. C'est bien intéressant à plusieurs aspects, mais à vrai dire, il y a certains éléments toutefois qui m'inquiètent. Et vous pouvez vous imaginer, dans la perspective de la Croix-Rouge, ce qui m'inquiète. Alors, je trouve cela bien intéressant et dans un milieu de catastrophe naturelle plus léger, je pense que ça pourrait fonctionner. Mais je ne sais pas comment on pourrait concilier tout cela dans une situation de conflit. Alors, j'aimerais bien savoir quel est votre point de vue là-dessus ou comment vous pensez pouvoir procéder dans ce genre de situation. Et peut-être que Steven et François pourraient ajouter leur son de cloche parce que je pense qu'il pourrait y avoir de graves contradictions là-dedans quant à la vraie nature de l'intervention humanitaire. Je ne prétends pas savoir toutes les réponses. Il s'agit d'un travail qui débute et c'est pour ça que je dis que nous allons sans doute avoir quelques groupes de discussion pour y travailler ou quelques endroits là où le contexte est approprié. Je suis d'accord avec vous qu'il faut faire bien attention. Toutefois, aussi, il nous faut concevoir ça autrement. Comme il a été dit plusieurs fois, nous avons de la difficulté à répondre à toutes ces situations qui se présentent. Il nous faut penser à plus long terme pour certaines sortes de désastres ou de situations exigeant intervention humanitaire. Ce n'est pas tout. Par exemple, en Syrie, là, on n'ira pas là pour faire un projet pilote de ce temps-là. Mais je n'ai pas toutes les réponses. C'est quelque chose sur laquelle nous travaillons. Et nous allons y aller pas à pas. Nous allons
bon avoir des listes de personnes pour qualifier ou former pour une intervention humanitaire et de faire d'apporter ses idées, des façons de travailler. Non pas... Bon, c'est de former les personnes qui travaillent ensemble. Donc, des listes de gens qui approchent et qui ont différentes compétences, mais qui ont une formation de base en intervention humanitaire. Voilà. Je crois qu'un cas où cela a été tenté, c'est en Afghanistan. Et cela avait beaucoup de promesses avec le programme de solidarité nationale qui amenait le mandat de nombreux organismes dans la campagne, l'éducation, programme communautaire et portant aussi le nouveau gouvernement. Et peut-être pendant un an, ça a été vu comme un nouveau modèle. Et à l'époque, je pense qu'il y avait une certaine fierté dans la communauté humanitaire, s'imaginant que ce progrès serait accéléré si l'OTAN pouvait aller dans d'autres coins du pays. Et on a essayé ça. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Le conflit n'a pas évolué comme prévu et cet espace humanitaire a été réduit. Et il y a eu des attaques sur les écoles et sur les acteurs humanitaires. Et aujourd'hui, il y a de nombreux endroits où les organismes travaillent en Afghanistan où ils n'ont pas pu retourner. Donc, tout faire ensemble comprend beaucoup de défis. Mais je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le faire dans le même contexte, mais je pense que c'est mieux de le faire avec d'autres acteurs. Si vous regardez ce que fait l'organisme de Scott Gilmore en Afghanistan à l'époque, tentant de s'assurer que la communauté mettait plus de ressources à des produits africains à l'époque plutôt que de tout importer, eh bien ça peut être considéré une fonction de développement, mais c'est important que ça ait été fait par une entité dont c'était la fonction cible. À titre humanitaire, il nous faut être quelque peu humble. Nous n'avons pas toutes les solutions sur le déroulement des conflits et ce que demain apportera, mais il nous faut prendre ce que l'on voit, ce dont on est témoin, et ça touche peut-être la question de promotion. Oui, il faut prendre cela et confronter les gouvernements et les autres à leurs responsabilités, alors que la Croix-Rouge a un mandat particulier pour faire cela de façon confidentielle. Je crois que d'autres aussi peuvent le faire de façon confidentielle et publique et peuvent faire changer l'opinion publique de façon qui fasse une grande différence quant aux politiques que nous mettons en œuvre et qui peuvent avoir un grand effet sur les conflits où nous nous impliquons. C'est une question intéressante et importante qui soulève la nécessité de regarder chaque crise humanitaire en particulier. Et c'est pour cela que c'est très difficile pour un organisme d'avoir une politique qui s'appliquerait en toutes circonstances, une recette pour répondre à chaque crise. Bon, on a essayé ça pendant longtemps et on sait que cela ne fonctionne pas. Je crois que c'est une question de complémentarité des institutions. Ce que l'un fait peut affecter l'autre et réciproquement. De la sorte, si MSFF agit pas correctement à quelque endroit, ce n'est pas au sujet d'eux, c'est tout le secteur humanitaire qui vient viser. Et dans les organismes professionnels, il y a un respect à ce sujet. Il y a beaucoup, je vous dirais, de négociations en catimini que l'on ne voit pas pendant les réunions officielles pour nous assurer, bon, que si moi je dis ça demain, serez-vous d'accord, même si cela signifie qu'il va falloir qu'il faille quitter le pays, ou allez-vous, vous, rester et continuer votre travail? Nous savons que ce genre de situation s'est provoqué où il y a eu une négociation où l'un s'entend pour quitter le pays ou une région tout en s'assurant que les autres ne reçoivent pas de contre-coup. Et le fait que l'un avait a signalé un gros bobo en montrant de l'intérêt pour les médias. Ça peut être avantageux, mais c'est très délicat et le scénario varie à chaque fois. Bon, c'est une question assez vaste. Voulez-vous donner un suivi? Inaudible. L'interprète est désolé, il n'entend rien.
Oui, il y a d'autres gens avec d'autres questions. Hein? Pouvez-vous vous nommer, s'il vous plaît? Oui. Je suis l'ambassadeur du Soudan au Canada. Soudan au Sud-Soudan, l'interprète n'a pas compris. Et j'ai beaucoup appris au sujet de facteurs qui affectent le travail, le futur du travail humanitaire. Je viens d'un pays qui a un long historique d'aide humanitaire avant l'indépendance du Sud-Soudan, bien sûr, et pendant plus de 40 ans, dans le Darfour, etc. J'ai entendu les bonnes idées exprimées par les panélistes. Bon, mais à titre de pays qui a une longue expérience de bénéficier de l'aide humanitaire, nous savons que les gouvernements et les ONG font un travail très utile dans des pays comme le nôtre. Les gens ont besoin de cette aide. Et nonobstant cela, je voudrais mentionner le revers de la médaille, où on critique les carences des agences gouvernementales ou d'ONG qui travaillent à l'assistance humanitaire. Principalement, moi et beaucoup d'autres croyons qu'au Soudan, les organismes humanitaires parfois contribuent à prolonger les conflits là où ils sont. Au Soudan, par exemple, il y a l'expérience dans le sud du Soudan, à un moment donné, Lifeline. C'était un projet humanitaire dans les années 80 et 90 dans le sud du Soudan. Parfois, certaines ONG prennent parti pour l'une ou l'autre des parties en conflit. Donc, voilà. Et deuxièmement, personnellement, j'ai vu l'expérience au Darfour que malgré l'aide très utile apportée par les organismes, l'aide matérielle à un moment donné, ou l'aide humanitaire à un moment donné, cause des problèmes. Et nous faisons face au ça au Darfour, car à certains moments, cette aide humanitaire contribue à transformer les bénéficiaires en dépendants, tant réfugiés que personnes déplacées. Par exemple, au Darfour, nous faisons face à ce problème. Nous devons convaincre la plupart des personnes déplacées de rentrer dans leur village. Car là, tout leur est fourni dans les villages de réfugiés, la nourriture, l'eau, etc. Il y a aussi des gens qui pensent que l'aide humanitaire va à des dépenses administratives et bureaucratiques plutôt que les besoins des gens dans le besoin. Alors, voilà, il y a beaucoup de matière là. Je voulais donner mon point de vue. Oui, certainement. Merci.
Et j'aimerais le point de vue des panélistes. Oui, c'est très intéressant. Vous avez tout à fait raison. Vous avez parlé d'organisations qui n'ont pas toujours une incidence positive là où ils opèrent. Il y a des éléments probants qui sont montrés que dans les camps de réfugiés, les services reçus par les réfugiés sont beaucoup meilleurs que ce à quoi la population était habituée. Alors, ils veulent rester là, peut-être parce qu'ils sont plus à l'aise, peut-être par raison de sécurité. Ça crée, ça induit un sentiment de permanence à quelque chose qui devait être très temporaire. Les camps de réfugiés posent de grands problèmes, à mon avis, et aussi, selon l'Organisme des Nations Unies pour les réfugiés, il y a des problèmes au sujet de la façon dont on compose avec les réfugiés. Vous avez aussi raison de dire que dans les conflits, le fait de fournir de l'aide ou du soutien ou de conférer à l'économie du pays, ça présente un intérêt pour nombre de parties et parfois, il y avait peu de violence, mais la violence a augmenté avec l'arrivée des agences humanitaires parce que des ressources étaient disponibles, provoquant raison de se battre. Bon, ça, c'est quelque chose qui doit être abordé et nous espérons que cela soit également étudié pour avoir une réponse adéquate. Le revers, c'est, bon, quoi faire? On fait rien? On laisse les gens crever sur place? Bon, c'est une question qu'on peut discuter. On pourrait choisir de faire cela, mais je ne sais pas si le genre humain est prêt à telle réponse. Simplement laisser les gens mourir. Bon, je comprends très bien ce que vous dites, Monsieur l'ambassadeur. Et il nous incombe de faire très attention, en effet, et de considérer les interventions que nous mettons en place. Et je peux vous donner un exemple du Sud-Soudan, où nous avons monté un hôpital à un endroit particulier et avons tenté de traiter les deux parties prenantes au conflit dans un même hôpital. Mais ce faisant, nous avons fini par mettre dans l'hôpital des patients en situation de danger parce que les autres n'étaient pas d'accord. Alors, ces patients, bon, ont critiqué l'organisme et, bien sûr, ils avaient bonne raison de se faire. Alors, des fois, nous ne comprenons pas pleinement la dynamique du conflit. Là où nous travaillons précisément pour les raisons invoquées par François. Quand il y a des besoins humanitaires qui peuvent sauver les vies des gens, que les gens meurent de maladies, d'épidémies ou de faim, cela exige une action urgente. Mais il nous faut être conscient d'équilibrer cette urgence avec une compréhension de la problématique locale et de nous assurer que ce n'est pas nous qui, par inadvertance, causons plus de mal que de bien, quoi. Vous êtes familier, je crois, avec une initiative qui s'appelle « Ne faire aucun mal », qui a béqué beaucoup d'entre nous dans le secteur des organismes non gouvernementaux à considérer nos interventions de façon plus songée. Alors, merci pour cette question. Oui, ce sont des points importants que vous avez fait ressortir et peut-être que le seul qu'on n'a pas considéré, c'est celui du fait que des gens doivent rester dans des camps pour une longue durée. Ça, c'est un point très important qu'il nous faut considérer et qui va au-delà des mesures immédiates. Une transition vers une autre situation. Et cela pose un grand défi, bien sûr, pour les raisons qu'on a mentionnées. Il nous faut, par exemple, comme a été dit, de trouver des sources locales de nourriture plutôt que d'amener des tonnes de caisses de nourriture. Et une fois les besoins fondamentaux satisfaits, on peut aller là, explorer ces possibilités. C'est un point très valable. Mike Waker, de Vision mondiale. Nous savons, d'après notre expérience et de la recherche, que le succès des opérations humanitaires sont liés à la qualité des gens et leurs compétences. Alors, je me demande, quelles seraient les 2 ou 3 compétences les plus fondamentales pour les chercheurs humanitaires
pour l'avenir auquel nous faisons face. Mais, cher ami, j'attendais la réponse à la question. On a besoin de plus de gens comme vous. Bon, de pair avec un accroissement d'attitude professionnelle et de tout ce que cela importe, c'est un besoin de plus de formation et c'est quelque chose que nous essayons de voir. Nous ne voulons pas que ce soit seulement une trousse qu'on donne aux gens. Ça nous donne que quelques solutions, mais pas la vraie solution. Ça nous aide à éviter des erreurs aussi. Alors nous pensons débuter, nous l'avons déjà fait, un système d'apprentissage avec le personnel administratif de la maison mère va sur le terrain avec les gens. Aussi, notre programme de télémédecine où nous apportons des compétences médicales aux gens qui travaillent dans une situation de conflit. On a un médecin qui n'a peut-être pas vu telle opération. Il peut décrire la situation en direct et quand il se réveille le lendemain matin, on a la réponse. Il est peut-être temps d'étendre ces outils techniques à certaines situations de sensibilisation face au conflit ou de d'autres situations aussi. Il y a des situations où on est seul face à des problèmes sur le terrain. Et troisièmement, il y a peut-être cette capacité aussi de répondre et de trouver la bonne forme d'aide. Et on l'a eu plus dans le passé, mais à cause des mesures de sécurité, on a dû s'écarter de cette façon de faire. Nous avons maintenant le courriel et les satellites. Nous sommes constamment en contact avec l'administration et nous attendons ce qu'ils nous disent quoi faire. Et nous, construisons un appareil de sécurité pour que les gens soient en sécurité, mais nous éloignons des gens de l'aide dont ils ont besoin. Peut-être nous faut-il alors retourner vers des équipes plus petites, plus agiles, mieux liées aux communautés desservies, capables de parler la langue locale, avec peut-être une visibilité moins grandiose, mais capable de demeurer là et travailler. Et je pense que ça devient très urgent que l'on fasse ça. Il y a un nombre de situations dans le monde aujourd'hui où soit nous ne pouvons pas manipuler la situation autant qu'on veut, ou des États forts demandent des choses différentes. Ils n'acceptent pas 20 experts de l'extérieur, mais seulement 2 ou 3. Bon, ben c'est tel est le cas. Il nous faut trouver des façons sans compromettre sur la qualité et la capacité. Car l'envers de la médaille, c'est très facile d'avoir un partenaire avec le gouvernement, mais allons-nous avoir toujours la même réponse aux besoins ou est-ce qu'on va avoir une réponse genre étatique plutôt qu'une bonne réponse à long terme? Et trouver une solution à ça, c'est pas toujours facile, mais ça se fait. Je ne crois pas que c'est aussi facile d'avoir un partenariat avec le gouvernement et en même temps qu'avec le partenaire local. Oui. Bon, je veux bien, hein. Mais cela étant, et je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à votre question, mais pour donner suite à ce que Stephen dit, il nous faut dire très clairement qu'il y a dans le monde quelques 400 000 travailleurs humanitaires, dont 350 000 viennent du Sud. Ne sont pas des Américains ou quoi que ce soit, ils viennent du pays en question et s'il y a un exercice de renforcement de capacité, de la formation, et je ne voudrais pas que les universités occidentales fassent concurrence pour développer des programmes de formation. Ce n'est pas eux qui ont besoin d'être formés. Les gens qui ont besoin d'être formés sont dans les pays, en Haïti, au Soudan, en Somalie, etc. Et c'est là, je crois, qu'il y a besoin, et je suis bien d'accord avec vous, que nous ne sommes pas dans une situation où nous pouvons compter sur nos partenaires du Sud à 100%. Mais quand on parle de changement et d'aller de l'avant, c'est là que la transition doit se faire. Oui, c'est un élément clé, un très bon point. Et l'une des choses qu'on a faites, c'est de débuter des associations, comme on en a maintenant dans l'Afrique du Sud, l'Afrique du Centre, l'Amérique centrale, où le talent
est en voie de développement et fera partie de notre mouvement. Nous avons des organismes aux Indes, au Brésil. L'idée de casser le moule eurocentrique occidental là, est fondamentale pour le succès de l'avenir de l'aide humanitaire. Et si nous disons que ces valeurs sont universelles, il faut que cela paraisse et que les gens qui représentent les organismes et qui ont ces nouvelles alliées doivent être des gens d'un peu partout. Régionalement, nous comptons énormément des gens là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est 350 que vous dites, mais nous comptons sur notre personnel de l'Amérique centrale pour aller dans divers contextes chez eux quand il y a un désastre ou autre chose. Et bien sûr, dans le Sahel, nous avons beaucoup de personnel, de gens qui ont appris le métier et qui sont beaucoup mieux équipés que moi et qui peuvent travailler dans les pays voisins et apportent les compétences acquises avec une meilleure compréhension culturelle et pratique localisée. Nous faisons la même chose. Bon, je pense aux inondations récentes en Inde. C'est Oxfam Inde qui répond, c'est pas nous. C'est ou quelqu'un d'autre, quelque autre Oxfam. Il faut reculer. Reculer. Pendant la déclaration d'ouverture du Dr Cornish, il a parlé d'un manque de nutrition, protéines pour les camps de réfugiés près de la Syrie spécifiquement, et cela évoque le souvenir d'un reportage sur Radio-Canada, CBC, récent, qui a discuté de Damas qui a eu statut de réception de réfugiés déclaré par le gouvernement. Alors, quelle est la meilleure façon pour vous de mettre en œuvre ces dispositions relatives à l'alimentation protéique et si les OMG sont devenus une question si disputée, est-ce qu'ils peuvent être utilisés sur la scène internationale dans un contexte international pour aider ces gens qui autrement n'ont pas les moyens de survivre après le départ, après l'exode de tous ces groupes de gens? Bon, il y a deux questions là. C'est comment le faire entrer et la question des OMG. L'aide en Syrie doit passer par Damas. Le problème, là, c'est pas que ça passe par Damas, c'est que Damas contrôle le fait que l'aide va à tel ou tel endroit. Donc, la Croissant-Rouge syrienne fait un travail fantastique avec les Nations unies et l'Association internationale des Croix-Rouges et Croissant-Rouge, mais chaque fois qu'ils veulent apporter de l'aide, quelque part, ils doivent avoir toute une série de permis. Et donc, le processus est lent, pénible. Et la majorité de la population ayant des besoins sont dans les zones de l'opposition. C'est très difficile de faire apporter l'aide là et nous insistons donc pour que l'aide puisse traverser la frontière des pays voisins directement vers les endroits affectés. La question sur la nutrition, sa qualité protéique n'est pas importante au Syrie. C'est plus une réponse à la malnutrition qui est bien adaptée aux situations d'urgence et non aux situations chroniques. Si vous avez un aliment donné à un enfant de moins de 5 ans basé sur des lipides ou des protéines, un enfant de moins de 50 qui est malade ou qui a des signes initiaux d'une période, cela va réduire le taux de mortalité de 50 %. Ce qu'on essaye de faire, donc, c'est de faire accepter ce qui sert dans les cas d'urgence comme solution chronique aussi. Ça évite la diminution de la croissance, réduction des capacités mentales affectant les enfants, ça empêche les familles de vendre leurs actifs, de chercher des soins médicaux dans les grandes villes en quittant leur terre, etc. Donc, c'est très prometteur et ça apporte les choses au plancher des vaches et à un niveau où les gouvernements peuvent le soutenir. Ça coûte moins cher, les travailleurs de santé communautaire peuvent s'en occuper et ça paie. Ça rapporte. C'est ça le système avec beaucoup de systèmes d'avertissement
Si vous formez des gens pour un problème qui n'a jamais lieu et que ça ne se rentabilise pas, et donc ils ne le font pas. Mais ça aide à toutes les communautés, les membres de la communauté à ne pas avoir des enfants malheureux avec tous les conséquences négatives. Donc, pour eux, c'est un immense avantage. Il y a deux choses séparées, là. Et pour ce qui est des OMG, là, ça ne rentre pas en ligne de compte, là, pour le problème de la protéine. Le problème des mélanges alimentaires qui sont si ça vient aux conventions sur l'aide, le surplus agricole, etc. C'est peut-être pas le problème aujourd'hui, mais une fois qu'on fait les choses d'une façon, certaine façon, ça devient la façon de faire. Donc, il faut changer la mentalité par rapport à ça. Il nous faut aussi travailler à réduire la protéine au montant exactement nécessaire à l'enfant pour faire baisser le coût et pouvoir aider plus de gens. Est-ce que cela fonctionnerait aussi? Bon, ce qui fonctionne dans la situation d'urgence, ça fonctionne. Oui, c'est la même chose, sauf le coût. Et parce que beaucoup plus de gens en situation de malnutrition chronique dans le monde, les gouvernements et les donateurs ne veulent pas faire face au coût. Si nous pouvions trouver exactement la composition et réduire le tout, le coût des aliments essentiels, là, on aura fait beaucoup de chemin. Mais c'est déjà adopté aussi au Nigeria et à d'autres endroits. Il nous faut le répandre, l'élargir à de nombreux autres endroits. Quelqu'un d'autre veut-il intervenir? Sur la base des 50 dernières années d'expérience, pouvez-vous me donner un point de vue pragmatique sur ce que les gouvernements des pays développés devraient faire et ne pas faire pour faire face aux prochaines 20 ou 30 années? Quels seraient vos conseils utilitaires, pragmatiques aux gouvernements des pays développés? Vous voulez dire nos gouvernements à nous dans le monde Europe occidentale, les États-Unis, l'Europe, le Canada, oui. Les pays pouvant aider sans faire obstacle, comme c'est malheureusement le cas. Alors, des conseils pour les pays donateurs, oui, si vous me le permettez. Et ça ne touche pas que l'intervention humanitaire, mais pour le développement international de façon générale. L'aide et l'assistance humanitaire est politisée, elle est politique. Soit, disons-le franchement, puisque c'est le cas, on devient instrumentalisé. Et donc, par rapport à cette indépendance ou la neutralité entre les parties au conflit, etc. Alors, s'il y a quelque chose que je pourrais dire de façon pratique et pragmatique, je dirais essayer d'investir dans la sensibilisation du public face à ce qui se passe dans le monde, les communications dans les médias, pour que les gens sachent, oui, il y a la Syrie, mais il y a des centaines d'autres crises qui ont cours en ce moment. On ne peut pas tout savoir, là, mais au moins il y aura une plus grande sensibilisation. S'il y avait une plus grande sensibilisation, le public se manifestera et ce sera moins institutionnalisé et politique et plus vu comme un élan communautaire général et moins politique. Ici, c'est moins politique. Alors, c'est plus facile de recevoir l'argent provenant de fonds publics et on recevra sans doute plus d'argent du grand public aussi, avec une plus grande diversité dans les investissements et ça devient, à ce moment-là, plus facile de travailler en général. Donc, sensibilisation, aider les médias à être plus au courant, c'est certainement là un des éléments clés, notamment au Canada de ce temps-ci, qui aidera. On dirait que quand vous parlez de sensibilisation, que vous parlez d'une plus grande politisation. Oui, parce que vous en faites une question de débat. Vous n'avez pas répondu. Ça doit être le gouvernement, ça. Je vous dirais qu'il y a trois choses. Bon, le financement des programmes de recherche sur une base humanitaire. Les laisser se développer dans ce budget humanitaire et dans des établissements voués à cette fin. Oui. Deuxièmement, en réaffirmant notre engagement à la loi humanitaire, le droit humanitaire international, ce qui permettra l'accès. Bon, ça ne dira pas de bord
sur un 5 cents, mais ça va aider à atténuer l'instrumentalisation dont parle François. Et la troisième chose, face au financement, et certains gouvernements ont déjà fait cela, c'est d'investir plus dans le fonds fonctionnement de base des organismes que le gouvernement veut appuyer. À ce moment-là, il ne pourra pas dire tu travailles pour tel ou tel conflit, ou tu fais ci, ou tu fais cela. Et cela enlèvera l'apparence, la perception que l'on manipule ces organismes par rapport à l'aide humanitaire qu'ils apportent. C'est plutôt que de financer 18 programmes par une seule agence, si on donne un financement de base, on sait que ce financement s'en vient pour le grand nombre d'années, pas un fonds de mise en commun, un fonds spécifique à chaque organisation. Le fonds de mise en commun, bon, ça peut fonctionner si c'est fixe aussi, mais en ce moment, les financements de mise en commun existent, mais et nous avons le luxe que nous avons assez d'appui nos donateurs qu'on n'a pas besoin de faire appel à cela, mais beaucoup d'organismes consoeurs qui comptent là-dessus pour faire leur bon travail dans ces conflits et dans ces situations humanitaires doivent demander ces fonds avant de pouvoir répondre. Si le tremblement de terre a eu lieu hier ou si la crise alimentaire c'est aujourd'hui, ça peut prendre de 3 à 6 mois pour obtenir les fonds d'un fonds commun, de l'argent d'un fonds commun. Et ça, à ce moment-là, ce sera nécessairement politique. Donc, si on passe si on finance le fonctionnement plutôt que l'intervention, évidemment, il faut des comptes rendus, il y a une reddition de comptes, mais chaque organisme est responsable d'intervenir en fonction du besoin plutôt qu'en réponse aux programmes politiques des gouvernements qui versent l'argent. Je suis d'accord au sujet du financement de la recherche fondée sur des données probantes, mais on peut demander des subventions pour l'aide humanitaire et pour le développement, mais pour ce qui est tout ce qu'il y a entre les deux, on ne sait pas. On tombe dans une espèce de zone grise et plus personne ne veut verser d'argent. Il faut amener les gouvernements à penser différemment. Il ne s'agit pas de financer une forme d'aide ou une autre, mais aussi financer la prévention, financer les études nous permettant de savoir comment développer la résilience et de diminuer la vulnérabilité. C'est très difficile en ce moment, en tout cas dans le contexte canadien. Je viens de l'aide islamique au Canada. Merci beaucoup pour ces échanges très stimulants. Ma question concerne un point que vous avez soulevé, la coordination. Étant donné que beaucoup d'ONG occidentaux sont souvent vus comme étant paternalistes et insensibles aux cultures et religions locales, notamment en Syrie ou en Somalie, que ces ONG occidentaux ont du mal à avoir accès aux victimes des crises à cause de toutes sortes de raisons. Comment garantir une meilleure coordination avec des organisations qui, elles, sont acceptées par les populations et les acteurs locaux? Et si vous voulez, est-ce que vous avez un exemple de ce genre de concertation avec des organismes terrain? Ben, j'inviterai les praticiens à répondre. Franchement, je ne suis pas vraiment une praticienne en matière d'aide humanitaire. Je suis plutôt une praticienne du développement. Donc, je ne peux pas vraiment répondre, mais je dois dire que c'est certainement quelque chose que l'on doit développer. La coalition humanitaire, par exemple, devrait inclure d'autres organismes. Mais sur le terrain, c'est un problème. Stephen en a parlé un peu. Il a dit qu'il fallait avoir accès à ces organisations locales, travailler avec elles, tout en respectant nos principes. Mais je n'ai pas d'exemple concret. Et c'est exactement comme cela qu'on travaille en Syrie. Dans tous les secteurs d'intervention en Syrie, on a toutes sortes de partenariats pour que ce soit possible. Et quand on ne peut pas intervenir directement, on aide 50 hôpitaux locaux dans les secteurs rebelles, les secteurs gouvernementaux.
Et on apporte notre aide partout par l'entremise d'organisations locales, de groupes communautaires, d'associations professionnelles, des ordres ou des associations de médecins, pour trouver des façons culturellement acceptables d'apporter de l'aide. L'un de nos grands défis, c'est aussi de nous adapter au niveau de risque qui sont considérés acceptables par différentes organisations. L'aide islamique ou des organismes charitables islamiques ont reçu des fonds. Enfin, ce sont des organismes avec lesquels il est facile de travailler. Avec d'autres organisations, c'est beaucoup plus difficile. Il faut déterminer la proximité qui est acceptable avec eux. Mais s'il n'y a qu'une seule organisation qui peut aider les victimes des conflits, vous pouvez être sûr qu'on va trouver une façon de collaborer avec ces gens-là. Je n'ai pas d'exemple, mais je crois qu'une chose qui pourrait contribuer au résultat que vous venez d'évoquer pour entrer en contact avec une organisation qui peut pénétrer sur le terrain par opposition aux 200 autres qui ne le peuvent pas. Il y a une entente préalable, une façon d'amener l'argent à cette organisation, ou enfin l'argent des ressources. C'est parfois difficile. On dit, bon, Oxfam, bon, on n'est pas prêt à le faire, mais appeler CARE ou un autre organisme, c'est parfois difficile avec le service du marketing. Donc, il est nécessaire que les organisations possédant la maturité nécessaire pour représenter d'autres organisations, c'est important de le faire, mais aussi d'avoir une entente préalable. Donc, à un moment où il n'y a pas de conflit, et si jamais un conflit surgit, on sait quoi faire. 2 points à ce sujet. D'abord, la première fois que je suis allé en Syrie au mois de mars, il n'y avait pratiquement pas d'organisation sur le terrain. La première chose que j'ai fait en rentrant ici, c'est de demander au gouvernement d'augmenter le financement qui est versé aux ONG qui travaillent à l'intérieur de la Syrie et dans les régions voisines. Parce que nous, on ne pourrait pas avoir l'air d'être impartiaux. Deuxièmement, il est difficile de conclure ces ententes préalables. Ce n'est pas nécessairement impossible, mais en vertu des lois de l'impôt, on ne peut pas prendre de l'argent d'un bailleur de fonds A pour le donner à une autre organisation. Il y a moyen d'établir des partenariats plus officiels, mais ce n'est pas aussi facile que vous semblez de l'évoquer. On ne peut pas déléguer sa responsabilité. Ceci dit, on peut mettre en application les programmes par l'entremise de partenaires locaux, ça c'est clair. Une question du Web. Quelle est l'importance du rôle joué par les célébrités dans la collecte de fonds en cas de catastrophe naturelle ou pour faire ressortir des besoins sur le terrain? Question de Nathalie à l'Université d'Ottawa. Est-ce qu'on doit demander à Sean Penn de répondre? En français, on dit que c'est un couteau à double tranchant. Oui, c'est ça. À double-edged sword. Je crois que certaines célébrités font de l'excellent travail pour faire de la sensibilisation générale, mais selon moi, cela contribue à perpétuer une vision paternaliste de l'aide humanitaire et du développement. Bon, il y a des gens de Hollywood. Enfin, c'est surtout de là des gens qui font des tournées dans le monde entier, qui se font prendre des photos avec un enfant noir dans les bras. Et l'image que cela véhicule, selon moi, détruit ce que les organismes humanitaires essayent de faire sur le terrain, qui est tout à fait le contraire. Donc, c'est à cause de ce genre d'image que les gens continuent à croire que l'Afrique ne peut pas se prendre en main et à croire que les organismes d'aide occidentaux sont la seule porte de sortie pour l'Afrique, leur seul espoir.
Moi, j'ai déjà été beaucoup plus... dans ma classe, j'ai des propos beaucoup plus durs même, je dois vous le dire, que ce que je tiens aujourd'hui. Les vedettes font rentrer de l'argent, c'est évident. Néanmoins, je suis d'accord avec François, mais de plus en plus, nous sommes approchés par des vedettes du football africain, récemment par un chanteur malien qui prennent l'initiative d'appuyer des programmes pour lesquels nous essayons de recueillir des fonds. Et ça a été une nouveauté très intéressante. Et nous sommes en train d'essayer de rassembler des Africains qui veulent faire quelque chose pour leur pays. Donc, c'est un changement, c'est intéressant. Si je peux ajouter, on dit en français, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ce n'est pas toujours valide pour l'aide humanitaire. Ça fait croire aux gens qu'on peut prendre un avion et aller sur le terrain et adopter des enfants, alors que les choses sont loin d'être aussi simples. Je ne sais pas que c'est le genre d'image que vous vouliez promouvoir. C'est une vision simpliste de l'action humanitaire qui contredit complètement les objectifs qu'on veut atteindre sur le terrain. Je crois qu'il faut être très franc avec les donateurs, avec la population, avec nous-mêmes au sujet de la gravité des situations. Nous, on n'utilise pas cette tactique, mais pour écouter ce que vous avez dit, d'un côté, la façon dont une organisation doit trouver d'autres façons de se financer tout en restant indépendant. En même temps, on limite l'éventail des actions possibles. Donc, de façon pragmatique, je crois qu'il y a une tension entre ces deux idées, même si je comprends tout à fait ce que vous voulez dire sur le plan intellectuel. Mais je me demande si vous ne mettez pas les gens dans une situation difficile. Vous ne les piégez pas, alors. Je m'appelle Nick Moyer. Aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup d'opinions au sujet des nouvelles tendances qui se manifestent dans le secteur. Il y a de grandes tendances. Augmenter les capacités locales dans le sud, par exemple. La professionnalisation de l'aide humanitaire, la complexité croissante du système, l'amélioration du côté de la concertation. Mais pour revenir au thème de votre panel, je me demandais, sans faire de prévision, on vous invitera peut-être à le faire plus tard, mais j'aimerais savoir si vous, dans l'optique de l'évolution du système humanitaire, pour chacun d'entre vous, quelle serait votre principale crainte à chacun là, au cours des 20 prochaines années? Et si vous osez faire quelque chose qui pourrait ressembler à une prédiction, qu'est-ce que votre organisme ou qu'est-ce que votre système, qu'est-ce que le système humanitaire pourrait changer? Donc, des craintes et des espoirs. Alors, qui veut parler des craintes? J'avais peur de cette question, en fait. Parlons d'espoir, c'est plus simple. La question est intéressante et en fait, c'est l'occasion idéale d'aborder cette question pour essayer de penser à voix haute. Pour revenir à la discussion du premier panel ce matin, mon espoir personnel, et je crois qu'il est partagé quand même, c'est que ce genre de discussion, de débat, surtout du point de vue canadien, comme vous le savez tous et toutes, ce genre de débat public ou à Chatham House, on y assiste un peu partout, mais que nous puissions être des acteurs humanitaires plus responsables en encourageant la discussion, la négociation et l'interaction entre les théoriciens, les praticiens et les élus, ce qui est difficile depuis un an environ pour beaucoup d'organisations.
J'espère qu'on pourra être plus préventif et que nous pourrons élaborer des politiques humanitaires basées sur des données probantes et qui seront mieux adaptées aux réalités du Sud, parce que c'est notre raison d'être. C'est pour ça que je fais mon travail, que vous faites votre travail. Voilà mon espoir, peut-être un peu simpliste, mais quand même. Du côté des craintes, j'ai peur que l'on perde le sentiment d'empathie pour l'autre. Le discours politique en ces périodes de difficultés économiques contribue à cette perte d'empathie. Le réfugié, le migrant est considéré comme l'autre avec un grand A qui essaie de court-circuiter le système, de nous voler nos emplois, de profiter de nous. Et si nous nous concentrons trop sur nos propres problèmes, nous ne verrons plus les difficultés qu'affrontent les autres. C'est très difficile, l'intervention, et c'est très facile de se fermer les yeux. Donc, je crois qu'il faut faire beaucoup de travail de ce côté-là. Il y a du travail de représentation, de sensibilisation pour qu'on comprenne mieux les situations de nos frères humains. On a tous nos propres difficultés. Il y a nos familles, nos amis, nos voisins. Mais si nous gardons l'œil ouvert, si nous restons sensibles aux souffrances de l'autre, je ne crois pas que nos cœurs soient limités dans leur générosité. En ce qui concerne une prévision, même si là-dessus m'interdit de faire des prévisions, mais une des choses qui nous touche de plus en plus, ce sont les épidémies. On voit des fièvres hémorragiques quand des populations vont dans de nouvelles régions. L'épidémie de pneumonie atypique a pris 72 heures pour se répandre dans le monde entier et un pays comme le Canada a eu du mal à y faire face. Donc, nous avons un rôle dans nos propres sociétés à jouer. Certains de nos collègues en Europe réagissent déjà aux problèmes de migration, de pauvreté en Grèce, en Italie. Il faut se pencher sur nos propres besoins. Avec l'ouragan Sandy, notre équipe à New York a grimpé un bâtiment de 24 étages. Il n'y avait plus d'électricité. Les chèques de remboursement sont arrivés dans les 24 heures. On ne pouvait pas remplir les prescriptions parce qu'on n'avait pas d'assurance. Si on était médecin, les médecins ne voulaient pas le faire. Rien n'avait été prévu pour distribuer les médicaments. Ça a pris des jours pour convaincre les autorités new-yorkaises de reconnaître qu'il y avait un groupe de médecins qui était prêt à intervenir. Ça a pris des semaines avant que les autorités réagissent. Et au moment où ils ont réagi, on était déjà en pleine intervention. La complexité de ces situations d'urgence, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de travail extraordinaire à Haïti, mais si on ne peut plus rien faire au sujet du choléra, en Syrie, les gens font du travail exemplaire, mais il y a la polio, la rougeole. On a fait des vaccinations contre la polio en pleine zone de combat et de façon très risquée. Nous ne sommes pas très bien préparés, loin de là, pour faire face aux pandémies. Le monde est de plus interdépendant. Les gens voyagent de plus en plus et on sous-estime la menace que représente la tuberculose résistante aux antibiotiques et d'autres maladies. Si on ne développe pas notre empathie pour les autres, on risque de se retrouver d'être les victimes de situations de catastrophes tout à fait semblables à celles que nous ignorons. Moi, mon espoir, c'est que plus de pays puissent réagir eux-mêmes aux catastrophes. On a vu ce qui s'est passé dans des pays comme le Japon. Ça a été très différent que ce qu'on a vu en Haïti. Avec l'augmentation des crises dues au changement climatique, il faut pouvoir faire en sorte que les gouvernements remplissent leurs responsabilités face à leurs propres citoyens, soient en mesure d'intervenir eux-mêmes. Il faut un changement dans les pouvoirs.
Sinon, en tant qu'organisme spécialisé, nous n'aurons pas les moyens de tout réagir. Il faut donc avoir de meilleures capacités d'intervention dans les pays particulièrement menacés. C'est ça mon espoir. Il ne reste que quelques minutes. J'ai quelques questions venant du web, mais je vais en prendre une dans la salle. Bonjour. J'ai une question très brève. D'abord, concernant la technologie, vous avez dit qu'on avait besoin de davantage de technologie dans le domaine humanitaire. Moi, j'ai des antécédents en cybernétique. Je fais beaucoup de travail communautaire. Mais je crois que le travail humanitaire est très méfiant face à la technologie. Si je veux mettre au point un logiciel ou un appareil, à qui m'adresser? Si je veux le faire au service de l'humanitaire, les occasions sont très rares. Si on a besoin d'un plan d'avenir permettant aux organisations de miser sur la technologie et de développer les collaborations technologiques, qui va s'en occuper? Deuxième question, on a parlé d'emploi pour les réfugiés dans les collectivités où ces réfugiés vivent. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Comment est-ce que les pays donateurs pourraient soutenir ce processus? On peut financer l'alimentation et tout ça, mais à plus long terme, comment permettre aux réfugiés de s'intégrer aux communautés, aux localités où ils vivent? Pour la technologie, eh bien, je vais vous donner un exemple. Nous venons d'avoir notre premier hackathon en Europe et nous avons rassemblé des compétences informatiques extraordinaires. Et en 48 heures, ces gens ont produit une nouvelle façon de distribuer des messages texte à nos patients atteints du VIH au Zimbabwe et en Zambie pour une fraction du coût. Ils ont non seulement trouvé le système qui nous permettait de le faire, mais pour rappeler aux gens les multiples médicaments qu'ils doivent prendre tous les jours. Mais ils ont aussi trouvé un fournisseur qui peut le faire pour 25 du coût grâce à leurs contacts sur le web. Moi, je suis un chaud partisan de l'innovation. Nous n'avons pas toutes les réponses et nous avons besoin de mettre à contribution tous les grands esprits qui peuvent nous aider. Si je regarde la situation en Jordanie plus précisément, ce que nous observons, c'est que, bon, le problème va durer longtemps. Et donc, il faut tirer la leçon de nos stratégies de développement à long terme. D'ailleurs, on a mis au point des programmes d'encouragement à l'entrepreneuriat, de développement des services, miser sur ce savoir-faire pour offrir des solutions permanentes. Et donc, c'est là qu'on pourrait faire appel à notre expérience. Ce n'est pas facile à faire, loin de là. On n'a pas de solution magique. Mais si on ne pense pas dans une perspective à plus long terme, on n'aura plus d'argent pour financer les choses à court terme, mais il faudra trouver d'autres solutions de toute façon. Mais il faut le faire avec les gens concernés, avec les collectivités concernées. Une question qui s'adresse à Steve en pensant à la série. Quels sont les problèmes de financement de l'action humanitaire dans les zones de conflit par opposition aux catastrophes naturelles? Question tout à fait pertinente. En cas d'épidémie et de catastrophes naturelles, on a une empathie immédiate parce qu'on peut imaginer que ça va nous arriver. Dans le cas des conflits, nous pensons que les gens en sont responsables. C'est plus difficile pour nous. Et dans toutes les zones de conflit où j'ai travaillé, quand on parle aux gens, quand c'est la première fois qu'ils vivent ce conflit, ils n'en reviennent pas. Ils n'avaient jamais prévu que ça se produirait chez eux. C'était inimaginable, incompréhensible. Et ils ne voient pas comment ils en sont arrivés là, comment ils ont été obligés de fuir leur pays, de renoncer à leur emploi, à leur maison. C'est difficile pour nous de le comprendre et de l'accepter.
Donc, on ne recueille même pas d'argent pour l'intervention dans les zones de conflit. On ne demande même pas de fonds. Mais dans le cas de la Syrie, on va dépenser environ 63 millions de dollars d'ici la fin de ce mois-ci, ou plutôt d'ici la fin décembre. Et à l'échelle internationale, nous n'avons recueilli que la moitié de cet argent, ce qui est exceptionnel. La façon dont le conflit a été présenté comme quelque chose qui était relié au terrorisme et tout ça, ce conflit, en fait, regroupe plusieurs conflits différents. C'est le dernier conflit de la guerre froide, un conflit interne entre les chiites et les sunnites, une dynamique régionale qui se superpose à tout cela, et les grandes puissances qui ont choisi leur camp respectif. Mais 99,9% des victimes de ce conflit sont des gens comme vous et moi. En Syrie, les gens vivent dans des condos. Il y a des médecins, des infirmières, des enseignants, des gens de la classe moyenne. Et tout d'un coup, il n'y a plus de système de santé, plus d'électricité, plus moyen de fuir le conflit parce que vous vous faites bombarder directement. On bombarde les hôpitaux, les écoles, les quartiers résidentiels. Alors, pour moi, la raison pour laquelle nous manquons d'empathie, c'est parce que moi, je ne transmets pas le bon message. Si j'ai été sur place, si j'ai parlé aux gens, j'ai la responsabilité de parler en leur nom, en le nom des victimes, la responsabilité de sensibiliser les Canadiens et les autres Occidentaux et de demander qu'on appuie non seulement MSF, mais tous les organismes de charité que vous voudrez. Et avec le gouvernement, je travaille constamment avec le gouvernement. Ils ont été à l'écoute, mais ils doivent en faire davantage et convaincre d'autres États d'intervenir. Parce que les réfugiés ont des droits, ce n'est pas une question de charité. Et répondre aux besoins fondamentaux, c'est le moins que nous puissions faire pour les aider. Voilà. La façon dont les gens sont présentés, oui, bon, c'est plus loin qu'Haïti. C'est toujours plus facile quand ça se passe près de chez nous. Moi, j'ai un appel à faire aux médias concernant le côté humain de la situation. On présente souvent des reportages sur le conflit politique, sur le conflit militaire, et on parle très peu des gens concernés, des gens comme vous et comme moi. Et il y a beaucoup de gens de la classe moyenne, c'est particulier à ce conflit. Il y en a beaucoup parmi les réfugiés. C'est un changement très différent. Et moi, je prie les journalistes d'en parler. C'est plus difficile de rejoindre ces gens-là. Les vidéos YouTube avec des coups de fusil, ça circule très bien. Les entrevues, c'est plus difficile. Du côté anthropologique, c'est beaucoup plus facile du côté des catastrophes naturelles, surtout quand c'est un acte de Dieu. J'ai étudié la question un petit peu. C'est intéressant parce qu'en fait, j'ai travaillé là-dessus la semaine dernière et les chiffres, c'est environ de 1 contre 100 pour une catastrophe naturelle par opposition à un conflit armé. Et ça ne s'applique pas seulement en Syrie, hein, c'est général. C'est un problème auquel tous les ONG humanitaires font face dans le monde. C'est beaucoup plus facile dans le cas des catastrophes naturelles parce qu'on a l'impression qu'il y a un acte de Dieu, que ça pourrait arriver à n'importe qui, même à nous. Alors que dans le cas des conflits, non, tout le monde est responsable. Si je donne de l'organisation, de l'aide à telle organisation, quel effet cela va-t-il avoir? Et tout d'un coup, c'est trop tard. Là-dessus, je crois qu'il faudra conclure. J'aimerais remercier Denise, Steve et François pour leur participation. C'était un vrai plaisir pour moi. Et je crois que maintenant, quelqu'un d'autre va prendre la parole et j'en suis très soulagé. Merci beaucoup à tous et à toutes. C'est bon de voir que vous êtes tous demeurés jusqu'à la fin. Alors, je voudrais aussi remercier David pour son travail d'animateur. Merci à vous tous d'être venus, pour l'auditoire qui assiste parfois d'Internet. Et la coalition humanitaire a prévu un petit événement social qui va suivre immédiatement. Merci beaucoup.